Allez, on poursuit nos tables rondes ici en présentiel et puis à distance. Vous êtes très nombreux à être connectés avec nous. Alors avant de parler de travail, enfin on va parler de travail augmenté, travail enchaîné, télétravail, on va revoir tout ça avec nos invités dans un instant. Juste quelques chiffres, on vous rappelle, il y a un sondage IFOP qui a été réalisé auprès d'un effectif représentatif d'un millier de Français. Et donc sur ces chiffres, Vincent de Bernardi, qu'est-ce que nous enseigne? Oui, Frédéric, rentrons un tout petit peu plus dans le détail de cette enquête de l'IFOP sur le travail. Le travail a été complètement envahi par le numérique, et ça, c'est pas une surprise, on le constate tous les jours. Les Français que nous avons interrogés nous disent très majoritairement que le numérique a augmenté la performance des entreprises, mais aussi des salariés. 7 Français sur 10 nous disent ça, avec peut-être un petit bémol, puisqu'ils sont 40% à nous dire que tout ça a des effets parfois un peu négatifs sur leurs conditions de travail. Deuxième élément, une majorité écrasante des personnes interrogées nous disent que le numérique a bouleversé l'organisation du travail. Ça a bouleversé le temps de travail et également le rapport que l'on a aux autres dans une relation de travail. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, il y a la question du télétravail, évidemment, qui se pose et que nous avons posé dans cette enquête. 62% des Français que nous avons interrogés nous disent que le télétravail est une bonne chose, qu'il donne plus d'autonomie aux salariés, mais attention, une minorité, mais quand même assez importante, près de 40%, nous disent que ça écrase un peu les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Enfin, quelle est la bonne dose de télétravail? Et c'est la question qui se pose encore de nouveau aujourd'hui. Au fond, le travail alterné est plutôt plébiscité et 92% des Français interrogés nous disent que quand on est à 2 à 3 jours par semaine de télétravail, c'est la bonne mesure. Mais 59% nous disent que au-delà de 3 jours, et le télétravail quasiment à temps plein n'est pas plébiscité. Et c'est particulièrement vrai pour les gens qui vivent seuls. Ouais, eh bien, on va en reparler. Merci. Merci Vincent, on va en reparler avec nos invités. Je vous invite, voilà, venez tout ça, on peut les applaudir, nos invités pour cette prochaine table ronde. Voilà à quoi ressemblera le travail de demain. Vous avez chacun un micro devant vous, un petit verre d'eau aussi qui vous est destiné. Alors beaucoup de choses. Alors on va pas revenir sur tout ce que vient de dire aussi sur ces chiffres-là pour l'introduction. Je vais tout de suite passer à la présentation de chacun d'entre vous. Mathilde Lecause, bonjour. Bonjour. Présidente du LabRH DRA et puis DRH de Mazars. Aujourd'hui, vous êtes là avec la casquette de présidente de LabRH, même si évidemment, voilà, les deux, vos expériences de l'un rejaillissent sur l'autre. À vos côtés, Cyril Chabagnier, bonjour. Bonjour. Cyril, merci d'être avec nous. Vous êtes président confédéral de CFTC. Béatrice Kozowski, bonjour. Bonjour. Béatrice, présidente d'IBM France et administratrice de Numéum. Donc Numéum, c'est la fusion de Syntec numérique et alors j'ai dit toujours Tech in France. Et de Tech in France. Je cherche toujours l'autre, l'AFDEL, donc c'était Tech in France. Donc Numéum qui rassemble à l'ensemble des éditeurs, des sociétés de conseil, des sociétés de services, enfin des ESN en France sur ce domaine IT. Et puis Emmanuel Puglietti, bonjour. Emmanuel. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur général de SFR Entreprises d'Altis France et chez Altis France. Donc on va parler voilà, de tout ça, de nouvelle organisation du travail. Je vais démarrer avec vous Mathilde. Donc vous présidez le LabRH en nous disant en 2 mots ce sur quoi vous travaillez au LabRH. Puis très vite ma deuxième question, c'est on est tous certains que la transformation du travail aujourd'hui est nécessaire et comment vous analysez un peu, est-ce qu'il y a certaines tendances qui se dessinaient avant la crise et qui se sont accélérées, ou alors est-ce qu'on a été une transformation complète par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui? Très bien.
Alors, pour commencer, donc, le Lab RH, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une association avec beaucoup d'adhérents, à la fois des startups, beaucoup de tech RH, et puis des opérationnels RH de tout type d'entreprise. Notre conviction, c'est que la fonction RH a un rôle clé dans la transformation du travail et dans la manière de dessiner le futur du travail. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de les inspirer pour les rendre acteurs de ce futur de travail. Donc, on a 3 thématiques. La première, c'est la culturation. On va faire rencontrer des professionnels RH, des startups, pour justement aussi parler de la transformation de leur métier. Il n'y a pas que la technologie, mais la technologie va nous aider à être des meilleurs RH augmentés. Ensuite, on a des programmes de formation pour les rendre acteurs de cette transformation, parce qu'en fait, le monde RH historique et le monde de la tech RH, c'est 2 mondes extrêmement différents. Il faut parler un langage commun, il faut apprendre des nouvelles compétences, et donc il faut aider les RH à être outillés pour pouvoir mener cette transformation. Et ensuite, la dernière dominante, c'est les inspirer. Donc c'est aussi un sujet autour de la prospective. Commencer à écrire des futurs possibles sur le travail dans 10 ans, dans 20 ans, pour qu'on puisse justement anticiper et être davantage dans le lead plutôt que dans la réaction à ces changements sociétaux. Donc voilà, et effectivement, le sujet n'a jamais été autant à l'honneur, même si je suis convaincue que ces attentes sociétales étaient présentes bien avant la crise, en fait. Moi, à titre très personnel, chez Mazars, donc, je fais beaucoup d'études prospectives sur les nouvelles attentes sociétales, notamment auprès des nouvelles générations, parce qu'on a un public extrêmement jeune dans notre cabinet. Et en fait, déjà en 2019, avant même que la crise arrive, ils nous parlaient de sens, de nouvelles cultures managériales, de flexibilité dans les horaires, le lieu de travail, etc. C'était déjà là. Je pense que la crise a juste fait exploser, en fait, quelque part, la cocotte minute a explosé en disant, tout ça, on veut arrêter. Et effectivement, aujourd'hui, il est urgent, mais je dirais vraiment urgent, de repenser le rapport au travail. Pourquoi ? Parce qu'on voit l'explosion des contrats d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, de freelance. Quand on voit des acteurs comme Malte, qui est une plateforme européenne qui justement met en contact ces indépendants avec les entreprises, les gens quittent l'entreprise parce que justement ils ne se retrouvent pas dans l'organisation du travail, que ce soit dans la façon dont ils sont managés, la manière dont ils sont managés, ou la manière dont on organise le travail dans le temps, dans l'espace. Et je dirais que si on veut pouvoir continuer à recruter et à accueillir des talents dans nos organisations, c'est vraiment urgent de poser les sujets sur la table et de se transformer. Oui, parce qu'on sent bien que oui, il y a eu ce grand balancier évidemment d'un côté avec le confinement. Le balancier revient, mais il va quand même garder, il ne va pas revenir comme avant, on en est bien conscient. Béatrice, quel regard vous portez ? Alors vous avez mené des études avec Numéum sur l'organisation du travail. Oui, voilà, si vous pouvez nous en donner deux, trois réflexions apportées par cette étude. Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait alignée avec ce que Mathilde vient de dire. C'est tout à fait corroboré aussi par ce que nous observons. 2 mots sur Numéum, parce que Numéum représente 85% du chiffre d'affaires du numérique, 2300 entreprises et 530 000 salariés. Mais c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est le secteur, l'un des secteurs qui ont été mis en exergue pour pouvoir passer ces 18 derniers mois, finalement, où finalement, dans cette crise, on a réussi à avoir une contribution pour l'évolution de l'organisation du travail qui est absolument fondamentale. Donc, moi, je voudrais quand même saluer la contribution à la fois sur le plan des technologies et sur le plan des managers et de tous les collaborateurs du secteur du numérique qui ont permis à nos sociétés, à l'économie et aux citoyens, je dirais, de passer cette période. Et puis le paradoxe, c'est que bien sûr, on se pose exactement les mêmes questions, comme toute entreprise, parce que, voilà, et ce qui ressort de notre étude, c'est que finalement, le rôle des DRH a énormément changé de façon irréversible. Cette accélération, elle est irréversible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives. Mais fondamentalement, il va falloir aller trouver une flexibilité comme on n'a jamais eu. Sur l'organisation du travail, il faut renforcer cette notion de projet de sens, de projet d'entreprise, à la fois pour mobiliser un collectif et individuellement le parcours individuel de chaque personne, avec des moteurs qui ont beaucoup évolué, c'est-à-dire typiquement le salaire ne va pas être nécessairement la motivation numéro 1. Donc ça c'est quand même très intéressant, surtout quand on est dans un secteur où finalement il y a une tension importante sur les talents.
Ça pose la question, bien évidemment, du cadre juridique. Donc, les 2 jours, les 3 jours, bon, je pense qu'on est tous sur cette orientation-là, et très, très peu sont dans des logiques de 100% de télétravail. Parce que fondamentalement aussi, les lieux sont très importants. En fait, dans notre secteur d'activité et pour d'autres, les lieux sont bien sûr des lieux de rassemblement, d'empathie, de collaboration. Ce sont des lieux de création, de co-création. Quand on parle par exemple du design thinking, bien sûr, ça se passe. C'est vrai que ça se passe mieux quand même quand on est ensemble dans un studio. Moi, j'ai un souvenir un peu ému du début du confinement où on s'est dit on va quand même à distance lancer notre programme d'accompagnement du changement. Donc on a créé des streams, New Ways of Working, New Ways of Leading, et on faisait des Design Thinking workshops pour nous-mêmes, pour notre propre transfo, tout en digital. Et on se disait, bon, c'est génial, on utilise au maximum nos capacités. D'un autre côté, c'est vrai qu'on n'a pas la même production et la même création que si on est en présentiel. Je pense qu'il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est le rôle du manager, qui est plus que jamais déterminant. Et je pense en particulier aux first line managers. Donc, ils sont au plus proche et au contact des équipes. Parce que les lieux sont importants, mais aujourd'hui, l'instruction de venir travailler sur site ne suffit pas. Donc il faut trouver une autre façon d'animer le travail, les équipes. Et ça, finalement, on réalise que nos managers ne sont peut-être pas tous formés, prêts ou capables, je dirais, de devenir le manager de demain. Donc on a aussi un gros travail, je pense, d'accompagnement par rapport à ça. Voilà. Emmanuel, on reparlera tout à l'heure de justement tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre aussi derrière, et SFR est là pour ça, sur ce métier, sur cette transformation numérique. Mais vous, quel regard vous portez là en introduction sur cette organisation du travail ? Alors on est en relation avec énormément d'entreprises, des grandes entreprises comme des TPE et des PME, et donc on échange particulièrement avec eux sur cette transformation qui va attirer des besoins spécifiques en termes d'outils. Il y a un premier phénomène, c'est que la croissance repart, l'employabilité a évolué, et donc la quête de sens est importante. On le voit de plus en plus. Des salariés quittent les entreprises parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les valeurs de l'entreprise. Et c'est beaucoup plus flagrant aujourd'hui que ça l'était il y a quelques années, et ça, c'est lié à l'employabilité directement, et il faut en parler. Deuxième phénomène que nous voyons aussi, c'est effectivement une frontière entre le pro et le perso qui est rendue beaucoup plus difficile pour 2 raisons. La première, c'est que le télétravail fait qu'on travaille chez soi, donc on travaille dans son univers personnel. Et puis un deuxième phénomène aussi, c'est que les salariés aujourd'hui, ils ont envie de travailler avec leurs outils. Ils ont envie de travailler avec leur PC portable. Nous-mêmes, on travaille avec notre téléphone portable. On ne s'envoie plus de mails, on fait beaucoup de WhatsApp. On est moins en présentiel. Aujourd'hui, on est dans une configuration hybride. Et donc tout ça, ça amène aussi, et je vous rejoins, des besoins de changer nos modes d'accompagnement, nos modes de management, de former les gens différemment pour se préparer à ce nouveau phénomène. Avant le confinement, les gens étaient à 90% sur le même site. Pendant le confinement, ils étaient à 100% à distance. Et aujourd'hui, on est dans une configuration hybride qu'il faut réussir à gérer. On voit que des entreprises évoluent sur le télétravail de 2 façons. Certains vont demander à leurs collaborateurs de prendre 1, 2, 3 journées par semaine de façon assez libre quelque part. D'autres vont imposer des journées de télétravail pour s'assurer que le mardi, le mercredi, le jeudi, tout le monde sera présent sur site pour faciliter quand même cette relation sociale qui est importante. Le travail, c'est un lieu social, c'est un lieu de rencontre. Donc ça permet ça. Et je rencontre encore des sociétés qui testent des choses. J'étais avec un directeur d'entreprise il y a 3 jours qui m'a dit « Je tente avec une de mes filiales un full remote ». C'est-à-dire que je donne la possibilité à tous les collaborateurs de travailler à distance. Et sa plus grande crainte, c'est pas la productivité, c'est pas l'efficacité, c'est la perte de sens. Parce que quand on se rencontre pas, quand on n'est pas ensemble, ben on n'arrive pas quelque part parfois à construire des choses faciles et à apporter de la valeur au sens du travail et à l'entreprise. Voilà à peu près les phénomènes que nous constatons. Cyril, CFTC, donc travail augmenté, travail enchaîné. Alors vous, ça vous a tout de suite inspiré. Vous dites, allez, les mots, on pourrait employer d'autres mots. Oui, alors je ne sais pas si ça m'a inspiré, mais en tout cas, ça m'a conduit à avoir quelques réflexions et peut-être à corriger un petit peu le titre, parce que travail augmenté, ça n'a pas en soi un sens. C'est augmenté dans quel sens, dans quelle nature,
Le travail augmenté, ça peut se faire de la meilleure façon possible, mais ça peut se faire de la pire des façons possibles. Et la pire des façons possibles, c'est arriver demain à un travail qui est augmenté, mais qui est un retour en fait au tâcheronnat, mais un tâcheronnat numérique, ce qu'on appelle déjà le e-tâcheronnat ou le tâcheronnat 4.0. Et donc là, on le voit directement, c'est forcément un travail qui est peu qualifié, qui est fait à domicile, une perte de sens, mal rémunéré. Et donc là, ça conduit forcément à un travail qui est enchaîné et qui est déqualifiant. Et nous, à la CFTC, on préfère parler à la place de travail augmenté, de travail enrichi. Voilà, enrichi dans tous les sens du terme, d'ailleurs, aussi bien pour le travail que pour le travailleur. Et c'est vraiment important de pouvoir conduire cet enrichissement. À la CFTC, on n'est absolument pas opposé dans notre syndicat aux nouvelles technologies, que ce soit les robots, le numérique, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de souci, à condition que ça permette un enrichissement du travail. Et on voit, par exemple, dans les hôpitaux où on a mis en place des robots, par exemple, pour transporter les médicaments, c'est du temps qui est dégagé pour le salarié, qui permet, par exemple, à l'aide-soignante de passer plus de temps avec ses patients. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que le salarié retrouve une certaine créativité ou tout ce qui est le travail dans le relationnel, donc la robotique mise au service du salarié. Là, en l'occurrence, c'est du travail enrichi. Donc, le travail enrichi, oui. Le travail augmenté, attention, ça n'augmente pas toujours de la meilleure façon possible. Et on reparlera tout à l'heure avec vous, parce qu'on va rentrer un peu plus dans la profondeur de l'entreprise, parler du dialogue social, enfin de tous ces sujets-là. Mathilde, donc l'entreprise doit se réinventer pour attirer aussi. C'est nécessaire. On l'a dit dans la table ronde précédente, les digital natifs qui arrivent ont besoin d'autre chose, mais même les salariés eux-mêmes, et on vient de le dire à l'instant, enfin les salariés classiques qui sont là, qui sont dans l'entreprise depuis 10, 15, 20 ans, ont besoin aussi de réinventer. Et ça passe par beaucoup de choses. Alors ça peut être très contractuel, nouveau contrat de travail, et puis ça peut être réinventer avec le télétravail, mais avec tout un tas d'autres outils. Oui, alors tout à fait. Alors oui, effectivement, c'est pas qu'un sujet pour les jeunes, hein, parce que souvent on dit les jeunes, mais en fait, moi, je m'y retrouve totalement pour ces attentes-là. Je pense qu'ils cristallisent d'abord des attentes sociétales et ils sont beaucoup plus décomplexés sur la manière de mettre les sujets sur la table, peut-être que leurs aînés. Mais globalement, aujourd'hui, qui n'est pas en quête de sens, d'une expérience collaborateur au top, de flexibilité, etc. Donc moi, je vois deux enjeux majeurs. Le premier, c'est l'hybridation au sens large, l'hybridation par exemple dans l'espace de travail. Alors on a parlé de télétravail, la bonne dose. En fait, je trouve ça drôle parce que en fait, pendant longtemps on s'est dit est-ce que c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je pense que le sujet c'est de dire en fait le télétravail, pourquoi faire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'environnement de travail, le cadre, c'est un outil pour aider le collaborateur à être dans des conditions optimales pour mener sa mission. Et en fait, en fonction des tâches, l'environnement ne doit pas être le même. Effectivement, moi je vois bien le bureau comme un peu un campus universitaire. On vient pour échanger, apprendre, brainstormer, sociabiliser. Et ça, les jeunes nous le disaient déjà, si je vais dans une entreprise, c'est pour sociabiliser. Sinon, je me mets à mon compte. Quelque part. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sociabilisation dans l'auto-entrepreneuriat, mais il y avait vraiment le fait de se dire je rejoins un collectif. Et d'ailleurs, avant même la crise, il remettait en cause effectivement le fait de devoir aller tout le temps au bureau, parce qu'il me disait mais pourquoi aller au bureau si c'est pour se retrouver enfermé dans un bureau individuel ? Ça n'a pas de sens. Si je vais au bureau, c'est pour sociabiliser. Peut-être que si j'ai besoin de produire quelque chose qui me demande de la concentration, je vais vouloir rester chez moi, ou le tiers-lieu aussi, qui est aujourd'hui vraiment vu comme un espace de travail. Et je pense que voilà. On avait Charles Pépin, qui est un philosophe, qui était juste avant la table ronde, et qui disait, lui, c'est la qualité de la relation. Voilà, il dit, moi, que les gens soient à 85% en dehors de l'entreprise, je m'en fiche, mais c'est les 15% où ils sont là, ça doit être la qualité de leur échange. Tout à fait. Donc ça, c'est l'hybridation de l'espace de travail. Après, on a bien sûr le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la frontière entre la semaine, le week-end, la journée, le soir, en fait, les gens ont besoin de beaucoup de flexibilité pour mieux s'organiser, pour trouver ce meilleur équilibre. Et en fait, c'est très difficile d'avoir une formule magique pour tout
tous les collaborateurs parce que chacun va avoir ses recettes. Et puis je pense qu'il y a un enjeu, c'est l'hybridation dans les contrats de travail. Et ça, c'est peut-être un enjeu qu'on doit faire bouger le plus parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que le CDI n'est pas le Graal absolu. Penser protection du travail quand on ne se voit pas au-delà de 2-3 ans dans la même entreprise, ça a beaucoup moins de sens en fait aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des collaborateurs de plus en plus qui ont plusieurs jobs en même temps, qui veulent avoir plusieurs employeurs ou un employeur et justement une entreprise à leur compte. Comment on organise ça? C'est ces fameux slashers qui ont plusieurs jobs ou des gens qui veulent plus de temps partiel pour pouvoir faire d'autres choses à côté. On voit bien que même le contrat de travail doit aussi évoluer. Donc ça, je dirais l'hybridation au sens large, qui émerge quand même avant, mais qui a été accélérée avec la crise. Et après, je rejoins Béatrice, l'enjeu majeur pour moi reste quand même la culture managériale. Et il y a une question qui a beaucoup été posée ces 18 derniers mois, c'était le management à distance, le management physique. Alors, pardon, je vais peut-être choquer, mais moi, je pense qu'il n'y a pas un management à distance ou un management physique. Il y a juste un bon management ou pas. Et en fait, je pense que ça a juste mis en lumière que nous ne sommes pas une nation où nous savons bien manager. On a toujours longtemps vu le management comme un process organisationnel de travail. Je délègue, je contrôle. Mais en fait, aujourd'hui, le management, c'est créer, partager des valeurs, créer un engagement, un projet d'entreprise. C'est aussi maîtriser les sciences humaines pour pouvoir faire en sorte que le collectif crée de la valeur. Faire prendre conscience justement aux équipes que la somme des travaux individuels, ça ne remplacera jamais le travail collectif, cette fameuse intelligence collective. Et là, honnêtement, on a encore du boulot. Et je pense que c'est là-dessus qu'on est attendu, parce que les jeunes, notamment, mais pas que, disent moi, je veux rejoindre une équipe, un manager. Je rejoindrai une organisation pour le manager. C'est ces nouvelles valeurs qu'il faut développer, Béatrice. Oui. Je suis très confiante, moi. C'est vrai qu'il faut qu'on travaille pour accompagner nos managers, mais on vient de finir notre Employee Engagement Survey au sein d'IBM. Le plus haut score sur une quarantaine de questions, c'est la valeur refuge du manager et du première ligne. Donc pour moi, c'est très encourageant parce que la confiance est là. Donc il faut vraiment qu'on les fasse mûrir. Alors, le sujet, donc, c'est l'attractivité de nos marques employeurs, notre capacité à attirer et retenir en fait nos talents. Dans le secteur du numérique, entre les acteurs du numérique et les clients, c'est quand même 232 000 créations d'emplois entre 2017 et 2027. Donc c'est extrêmement conséquent et c'est la guerre des talents. Donc ce sujet était déjà important, il l'est encore plus bien évidemment. Et on revient sur cette logique de la symétrie des attentions entre les clients et les collaborateurs. On ne peut pas dire qu'on fait tout pour ses clients, se mettre en quatre et vouloir descendre dans le détail des attentes de nos clients et y répondre, et en même temps ne pas s'occuper de la même façon des collaborateurs. Donc c'est très important de revenir effectivement sur leur motivation. Ce qu'on a vu dans notre étude Numéum, c'est qu'aujourd'hui, la flexibilité autour du télétravail, des conditions de travail, etc., est quasiment au même niveau que la reconnaissance. Donc ça, c'est quand même une évolution dont il faut tenir compte. Donc je pense que c'est vraiment notre sujet. Par rapport à la quête de sens, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi une mise sous stress de notre authenticité, de notre engagement sur tous les sujets d'inclusion, les enjeux environnementaux, sociétaux. Parce que tout le monde en parle. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment? Avec quelle sincérité, quel niveau d'investissement et d'attention. Et je pense que nos collaborateurs le voient. D'abord, ils veulent être acteurs, participer à ça, et ça c'est top. Et ils attendent de nous qu'on le soit vraiment, et je pense que c'est le cas. Donc je pense que là, on va vraiment se rencontrer. Et ce que je trouve très encourageant aussi, c'est que finalement, la technologie va être une partie de la solution. La technologie a beaucoup de cas d'usage. Cyril, vous faisiez référence tout à l'heure à un exemple qui est vertueux, voilà, un cas d'usage de la technologie. Mais c'est exactement ça. Donc on doit véritablement être très concentré sur tous ces cas d'usage qui servent vraiment à quelque chose, que ce soit pour la planète, pour la société ou le bien commun d'une façon ou d'une autre. Et quelque part, mettre un peu de côté les travaux qui sont plus... je dirais, plus annexe quand même. Et la technologie, ça tombe bien, Manuel. Vous en faites, justement. Alors, quels outils, quels moyens d'infrastructure il faut mettre en place aussi pour que cette transformation numérique soit accessible à tous? Parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas qu'il y ait... Dans l'entreprise, il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes moyens.
il faut déjà avoir un chiffre en tête, c'est que déjà en France, il y a 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. Là, je parle à titre personnel. Donc l'enjeu pour l'entreprise, c'est de ne pas voir accroître ce phénomène-là. Parce qu'un collaborateur qui vient sur un site professionnel, il a tous les outils, vous en parliez tout à l'heure. Quand il travaille de chez lui, il y a mécaniquement des ruptures, des différences entre différents collaborateurs. Je suis dans une grande ville, j'aurai facilement la fibre, le très haut débit, j'aurai pas de problème pour faire une visio comme on est en train de le faire aujourd'hui. J'ai fait le choix d'habiter un peu plus loin de la métropole pour pouvoir être un peu plus en verdure le week-end quand je suis en famille. Ben, quand je vais être là-bas, potentiellement, je n'aurai qu'une pauvre ligne ADSL et donc je ne vais pas pouvoir travailler correctement. Et ça, c'est un gros défi pour les entreprises parce que un patron d'informatique, un chef d'entreprise sur une petite PME, il se trouve parfois obligé d'aller trouver des solutions pour régler un problème qui est un problème d'abord personnel d'équipement. Et donc, on se trouve aujourd'hui dans une configuration où le DSI, le patron d'une entreprise, doit comprendre quelles sont les difficultés des uns et des autres. Alors naturellement, il va apporter un PC portable, il va fournir un équipement 4G, il va fournir un téléphone portable, mais parfois il ne peut pas aller plus loin. Et donc on est aussi en train, parfois avec cette situation de travail hybride, de créer un clivage entre différents salariés, alors que l'entreprise elle-même est là pour justement éviter ce clivage. Ensuite, on se trouve aujourd'hui quand même dans une configuration où le travail hybride a augmenté, mais les attaques cyber ont augmenté. Avant, on attaquait des grosses sociétés comme SFR, comme IBM, et aujourd'hui on attaque les ETI, parce que finalement, une entreprise qui fait quelques dizaines de millions d'euros, ben, si elle est bloquée pendant 3 jours, peut-être qu'elle va payer la rançon. Il faut juste calculer le bon montant de la rançon, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les attaques cyber. Et donc tout l'enjeu qui est le nôtre, et globalement celui du secteur des télécommunications, c'est d'apporter des solutions pour protéger les entreprises. Donc aujourd'hui, un patron d'entreprise, il est à la fois dans un sujet RH, comment apporter cette souplesse au travail qui est demandée par les salariés, comment m'assurer que j'apporte des solutions adaptées pour que le travail à distance, qu'il soit à domicile, dans un espace de coworking, dans un lieu de vacances, soit adapté. Alors lieu de vacances, pas en vacances, mais en tout cas si je vais travailler dans une résidence secondaire par exemple. Et puis comment je m'assure que tout ceci ne va pas entraver l'entreprise en créant des failles de sécurité dans un monde qui est de plus en plus agressif. Et puis à côté de tout ça, bah, les collaborateurs, ils ont envie de travailler avec leurs outils. Ils veulent travailler avec leur Mac, pas avec le Dell qu'on leur a fourni quand ils sont arrivés au bureau. Ils veulent travailler avec leur propre téléphone, parce que travailler avec un téléphone pro, un téléphone perso, c'est compliqué. Donc la frontière pro-perso, elle est plus là, mais en même temps, les outils ne permettent pas vraiment de segmenter. Et donc, on est vraiment dans un phénomène où tout le monde est en train de mûrir, tout le monde est en train de trouver des solutions. On a naturellement plein de solutions sur étagère. Et la difficulté aujourd'hui, je pense, pour un acteur de l'informatique, pour un patron informatique d'une entreprise, c'est de ne pas démultiplier les solutions pour répondre à tous ces besoins-là, parce que sinon, il va être perdu et il va créer lui-même des failles, des difficultés qui, à la fin, vont perturber le collaborateur, le salarié, le consultant aussi dans son mode de fonctionnement. On parlait de travail enrichi, Cyril, tout à l'heure, justement, comment faire pour accompagner cette montée en compétences ? Pour accompagner cette montée en compétences, alors plusieurs choses à faire. Premièrement, quand on parle de révolution numérique, quand on parle d'intelligence artificielle, alors d'abord une première remarque, ça ne veut pas forcément dire disparition des vieux métiers. C'est quelque chose qui est important. Tout l'enjeu, c'est de créer justement par les investissements, une coopération entre l'innovation et les salariés. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et quand on voit par exemple toute une série de métiers dans lesquels on a peur qu'ils disparaissent, ces nouvelles technologies peuvent permettre de créer d'autres travaux qui sont presque plus qualifiés. Si tout à l'heure je parlais des robots par exemple, le robot ça demande qu'il soit piloté, ça demande qu'il soit programmé, ça demande qu'il y ait de la maintenance par exemple. Toutes ces choses-là font que le travail du salarié peut être grâce à ça plus qualifié et donc on monte en compétences. Puis la deuxième chose qui me paraît très important, et la crise Covid d'ailleurs nous l'a démontré, c'est
On a besoin aujourd'hui, et je pense que les entreprises ont besoin aujourd'hui d'investir, d'aller vers la transition numérique. Et nous, à la CFTC, on défend la montée en gamme. On pense qu'il faut aller vers la montée en gamme de nos entreprises, de nos produits, de nos services, de notre industrie. Et la montée en gamme, ça passe par des salariés qui sont mieux formés, des salariés qui sont plus qualifiés. En tant que syndicaliste, je l'espère, au bout du bout, mieux rémunérés, forcément. Et forcément, on est dans cette réflexion que cette montée en gamme peut créer un cercle vertueux. C'est quelque chose qui permet à l'entreprise d'être dans un secteur plus innovant, peut-être donc moins concurrentiel. Ça permet aux salariés d'être donc mieux formés, plus qualifiés. Ça crée ce qu'on appelait aussi un cercle vertueux, parce que ce sont des produits avec la montée en gamme qui sont forcément un peu plus chers, mais si le salarié au bout du bout est plus qualifié, mieux rémunéré, ça devient aussi un consommateur. Donc ce cercle vertueux permet à la fois de booster la consommation, de booster la croissance, donc c'est bénéfique pour l'entreprise, et ça permet aux salariés d'être plus qualifiés et mieux rémunérés, donc ça booste les compétences et ça booste la rémunération. On croit vraiment à la CFTC, nous on n'est pas un syndicat contre les entreprises, loin de là, on croit vraiment qu'il y a toute une série de choses qui permet à la fois de mieux qualifier et de mieux rémunérer les salariés, tout en étant très favorable à l'entreprise. Le but, c'est qu'on soit gagnant-gagnant, et je pense que ces nouvelles technologies, la robotique, l'intelligence artificielle, peut permettre d'arriver à ça, encore une fois, si c'est bien utilisé. Et ça boucle avec mon premier propos du travail enrichi. Et bien utilisé, Mathilde, c'est aussi que ce numérique permette aussi de... Je ne sais pas si c'est réparé, mais de corriger, parce que l'impact du numérique dans les organisations, il y a les inégalités hommes-femmes, on l'a vu dans le cadre du télétravail, vous allez nous en dire un mot. Comment embarquer aussi les salariés qui voient leur métier transformé par les usages digitaux, comment ça se passe ? C'est vrai que les outils sont là, mais ce n'est pas une fin en soi. Je rejoins ce que disait Cyril. Et ce que je constate, c'est que, et même avec par exemple un public plus jeune qui dit non, mais nous, les outils, le numérique, le digital, on est né avec, super facile. Les usages qu'on en fait dans la sphère professionnelle n'ont rien à voir avec les usages dans la sphère personnelle. Et en fait, ça, je pense qu'on n'a peut-être pas assez accompagné. Ce qu'on voit, c'est un peu des dérives quand même dans les usages qu'on fait des outils. Je prends un exemple. Dès lors qu'on a une relation, on va dire, de subordination entre un manager et un manager, il y a des choses qu'on peut pas faire, j'estime, avec certains outils. Il y a des façons de parler par email, par exemple, qui peuvent être très dévastateurs parce qu'on l'a fait vite fait en se disant c'est un email, c'est pas formel. Je vous donne un exemple, mais avec les emails, maintenant on met tout le monde en copie, tous les N+1, tous les N+2. Mais comme si d'habitude, physiquement, quand on demandait une tâche à un collaborateur, on ne le faisait pas sur place publique avec tout le monde qui le regardait. C'est des petites choses inconscientes, mais qui en fait génèrent, par exemple, du stress. Et donc moi, je trouve que le stress numérique aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu majeur sur lequel on doit travailler parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Et on l'a vu d'ailleurs pendant ces 18 derniers mois, les collaborateurs, les salariés ont quand même souffert de... Voilà, ils étaient très engagés, mais c'était beaucoup de stress. Et en plus, on voit effectivement qu'avec les usages numériques, il y a des études qui sont en train de le montrer. Et par exemple, on a une start-up au LabRH qui s'appelle Mailloop qui travaille. Le recul peut être progressif sur l'égalité homme-femme. Alors oui, il y a eu des études qui ont montré qu'avec le télétravail, quand même, c'est les femmes qui avaient globalement le luxe de travailler dans la cuisine, pendant que les hommes, statistiquement, avaient le droit d'avoir les bureaux, et plein d'autres exemples. Mais c'est juste que même dans l'entreprise, on sait qu'il faut coacher nos talents féminins pour qu'elles puissent développer leur réseau, être beaucoup plus dans de présence, être là pour se montrer, etc. C'est pas quelque chose de naturel, on le sait. Et avec les outils, et notamment le digital et les réunions virtuelles, ça a eu tendance à régresser parce qu'en fait, quand on est 20 000 à une réunion virtuelle, en plus on met pas tous notre caméra, qu'il faut gérer le temps, en fait, on voit bien qu'elles prennent moins la parole, qu'elles sont encore moins là. Et donc moi, je m'inquiète avec ce monde un petit peu plus à distance. Comment va-t-on faire pour ne pas les perdre en route ? Et donc, on a par exemple des solutions aujourd'hui, et c'est ça qui est incroyable avec la technologie, qui vont nous aider à sensibiliser, à traiter la donnée pour pouvoir vraiment faire des études, benchmarker qu'est-ce qui se passe, pour qu'on soit vigilant avec peut-être les dommages collatéraux que peuvent, si on n'est pas vigilant, apporter les outils numériques. Béatrice, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette transformation, les plans de formation sont bien adaptés
pour justement accompagner cette accélération dans les nouvelles compétences, dans la formation continue. Enfin, comment faire pour que tout ça soit efficace? Alors, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est en top de liste des préoccupations des entreprises et pour la partie numérique en particulier, parce qu'il y a 2 volets. Il y a les hard skills, donc tous les sujets de connaissances, d'expertise, etc., qui ont un rythme d'obsolescence incroyable. Moi, je vois certaines de nos offres, la moitié sont obsolètes au bout de 2 ans. Donc vous imaginez pour des entreprises petites, moyennes ou grandes, ce que ça veut dire pour adapter les compétences des collaborateurs. Et puis il y a le deuxième volet, les soft skills, qui prennent une importance grandissante, et en particulier depuis les 2 dernières années. Donc en fait, il faut vraiment être à la fois, je pense, macro. Moi, je vois ça comme ça. C'est un vrai capacity planning où on a une organisation et il faut arriver à se projeter entre là où on est aujourd'hui, là où on doit être demain. Et le sujet des managers est un sous-ensemble de cette réflexion. Et puis, il faut être extrêmement fin et personnalisé au niveau de chaque collaborateur et chaque collaboratrice qui doit s'y retrouver dans son cheminement, dans sa motivation, dans son parcours. Donc ça, il nous faut de l'aide, je dirais, pour modéliser tout ça et piloter tout ça. Justement, donc c'est un des focus de Numéum. Et là, il faut revenir sur le cycle de vie aussi. C'est là où c'est intéressant parce qu'il y a ce que l'on fait pour les enfants, tout le focus qu'on va mettre pour susciter des vocations en primaire, aussi susciter la vocation des jeunes filles. Donc là, on va mettre l'accent sur encourager des stages de 3e. Et là, honnêtement, j'aimerais qu'on arrive à passer à l'échelle, c'est-à-dire vraiment avoir des volumes assez importants aussi, pour attirer des jeunes en 3e sur ce type de carrière, parce qu'il va y avoir des jobs, donc ça va être très, très, très intéressant. Après, on a des programmes, et notamment avec des logiques territoriales et d'insertion professionnelle, comme des programmes comme PITEC, donc, où on prend des jeunes qui sont à partir de la seconde en lycée professionnel et on les amène jusqu'au BTS. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on les fait mûrir, on les fait grandir et on les prépare à l'obtention d'un job dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Il y a bien sûr tout ce qu'on a dit sur le fait de travailler en continu les compétences des collaborateurs dans les organisations. Et puis, il y a tout le dispositif de reconversion. Donc là, on a un programme qui s'appelle Numérique Emploi et qui fonctionne très très bien, notamment dans la région Est, qui permet un retour à l'emploi à 80%. Ce qui est intéressant, c'est que le programme de formation, il est vraiment designé de façon très personnalisée par rapport à la région, aux acteurs qui sont susceptibles d'embaucher. Mais ce qui est probant, c'est la capacité à reconvertir. Quand vous voyez une personne qui a été plombier, une personne qui a été une infirmière, par exemple, et qui, je dirais, après s'épanouit dans le secteur du numérique, c'est assez extraordinaire. Là, il y a vraiment un accompagnement à faire sur le côté soft skills, justement, pour ces personnes. Ce qu'on observe, c'est un niveau de motivation qui est hors norme. Donc, c'est aussi très prometteur. Oui, et puis on aurait pu parler aussi du sujet des femmes dans les compétences numériques. On aura l'occasion d'en reparler dans une table ronde cet après-midi, parce que là aussi, c'est ça. Oui, il faut leur dire qu'elles peuvent s'épanouir dans la tech, qu'on n'est pas nécessairement ingénieur, que ça se passe très bien et qu'on a un gros enjeu. En tout cas, ce que je peux dire quand même, c'est que autant dans les jobs historiques de l'informatique, on n'arrive pas à être à parité. Clairement, la production informatique, c'est 11%, c'est pas 50%. Mais par exemple, dans l'intelligence artificielle, on est à 45%. Et tous les nouveaux métiers qui sont en croissance, là, on voit la proportion qui augmente parce que la part des soft skills aussi est plus importante. Donc voilà, ça c'est la dérivée positive. Pour autant, il faut avoir une action quand même très soutenue, voilà, collectivement. Action aussi auprès en termes de formation pour les digital natives, pour tout ça, Emmanuel? Oui, alors je voudrais juste compléter, si vous permettez. Il y a aussi un gros apport des nouvelles technologies qui est sur la lutte contre le handicap. Les solutions qui sont sorties sur les 12 derniers mois permettent déjà une meilleure intégration des personnes qui sont frappées par un handicap visuel, un handicap auditif. On peut travailler à distance, donc un handicap physique peut aussi être couvert à travers ces nouvelles technologies. Et je pense que ce travail hybride nous apporte vraiment quelque chose de nouveau pour des personnes qui sont frappées par le handicap. Je voulais appuyer là-dessus parce que je pense qu'on n'en a pas parlé. Pour parler des digital natives, je pense que la différence avec des populations qui n'ont pas grandi, on va dire, dans cet univers très digitalisé, même si on y est tous, tous des tablettes, des montres connectées, des choses comme ça, c'est qu'ils maîtrisent les outils, mais ils ne maîtrisent pas les codes. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Et finalement, le risque que je vois, moi, dans l'entreprise de demain, si on n'agit pas avec les équipes RH, les équipes formation, c'est pas la rupture dans l'outil, dans l'appropriation de l'outil. Tout le monde, enfin, en tout cas dans nos entreprises, les gens utilisent Word, utilisent Excel, utilisent la suite Office classique de Microsoft, donc on l'a fait dans le passé. C'est plus une rupture dans les codes d'utilisation. Vous parliez du mail qui est envoyé comme ça, copie tout le monde, du WhatsApp qui est utilisé pour discuter, mais finalement j'utilise le WhatsApp au bureau, mais le soir à 22h, je fais un WhatsApp. Sauf qu'il arrive dans le fil de la ligne personnelle aussi. Oui. Et donc c'est les codes qui sont importants. Et donc l'enjeu, je pense, dans la formation, n'est pas spécifiquement dans comment j'utilise l'outil, mais à quel moment je peux l'utiliser et quels sont les codes dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. On le voit en situation de visioconférence, on le voit quand les gens sont dans une salle et d'autres à distance, dans la prise de parole, dans la façon de poser ses idées, de convaincre, d'interagir, de gérer des objections. Et c'est ça qu'on doit travailler demain, plus que l'outillage lui-même et la façon de l'utiliser. Alors il y a un autre sujet sur lequel il faut travailler, Cyril, par rapport à une nouvelle forme de travail. Vous avez introduit intelligence artificielle, robotique, bon là on voit tous ces nouveaux usages. C'est que pour vous insistez sur la régulation. Il faut un peu plus de régulation pour ne pas avoir une transformation qui pourrait être très brutale pour certains. Bah oui, tout à l'heure on l'a dit, on peut avoir le meilleur comme on peut avoir le pire. Et c'est forcément, s'il n'y a pas de régulation, on est à peu près sûr qu'on va arriver vers le pire. Donc ça, c'est important. Et la transformation, elle peut être évidemment brutale. Elle peut être monopolisée par quelques géants, que ce soit les GAFAM ou que ce soit le géant chinois Alibaba. Donc il faut absolument qu'on puisse réguler pour que cette transformation elle se fasse de façon progressive. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même très important, c'est l'acceptation de cette transformation. Et pour qu'il y ait cette acceptation, il faut que toutes les parties prenantes puissent discuter, puissent se faire en tout cas cette transformation puisse se faire de façon progressive, sinon ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est toute la différence qu'il y a entre l'invention et l'innovation. L'invention, c'est bien beau, on peut inventer la meilleure chose du monde. S'il n'y a pas l'appropriation, ça ne devient pas une innovation. Et l'appropriation, elle se fait par le contexte social, donc elle se fait par le dialogue social. Et c'est le dialogue social qui permet à une invention de devenir une innovation. Donc on a besoin de réguler le numérique, de réguler les GAFAM, de réguler les travailleurs de plateforme. On y travaille beaucoup aujourd'hui syndicalement à ces travailleurs. On a besoin de réguler la finance d'ailleurs aussi. Au bout d'un moment, il faut... si on veut se projeter, si on veut... Vous savez, à la CFTC, souvent on parle que... quand à l'heure je disais qu'on aime l'entreprise, on aime avoir un chef d'entreprise qui offre une perspective. On aime avoir un capitaine de bord qui nous amène vers un projet qui donne de l'attractivité, qui donne justement cette envie de suivre. Si on a de la finance et des investissements où je mets 100 et je dois avoir 130 ou 140 dans 3 ou 4 mois, on n'est plus dans cette perspective. On est simplement dans le fait que s'il faut que je rende 140 dans 3 mois, j'agis sur la masse salariale, j'agis sur les dépenses de fonctionnement, et il n'y a plus cette attractivité. Donc voilà, donc invention, et pour que ça devienne l'innovation, il faut que ce soit régulé, accepté, et ça passe par le dialogue social qui est capital, et le dialogue social, c'est positif quand c'est bien fait. Oui, on en dira un tout. Ah ouais, il nous reste très, très, très peu de temps. Juste un mot, un dernier très rapide tour de table. Béatrice, je me tourne vers vous. Là, la casquette IBM. Ça se passe comment dans une entreprise d'organisation de travail quand on est dans une entreprise comme IBM, du latin, du anglo-saxon, enfin quand on est ça dirige se la passe bien. France notamment, ça se passe bien. Parce qu'on y travaille, oui. C'est sûr. Nous, on est français parce que depuis 1914 en France, et une entreprise mondiale, moi j'essaye d'avoir le meilleur des deux mondes. Vous voyez ce que je veux dire? Les anglo-saxons, avant la crise sanitaire, avaient testé en 2013 le full télétravail, ce qu'on n'aurait jamais fait. Voilà. Ils sont arrivés à la conclusion, au bout de 4-5 ans, bien sûr, une baisse de l'engagement des employés, ça se mesure 4-5 points de moins, et une baisse de la créativité. Donc je dirais que ça, la conclusion, on la connaissait déjà. Donc nous, on cultive l'hybride, ça c'est clair. On est ravis d'avoir négocié un accord de télétravail qui va jusqu'à 3 jours par semaine, et la possibilité de cumuler 10 jours par mois, avec l'accord du manager. Donc ça, je pense que ça se passe bien.
Et nous sommes en train de tester une formule que je trouve vraiment intéressante par rapport à ce qu'on disait sur le fait d'attirer les talents pour des personnes très seniors qui sont vraiment, qui souhaitent absolument être en télétravail, etc. On leur donne la responsabilité d'aller coacher les jeunes. On leur dit, on accepte que vous ne travaillez que 4 jours sur site. Vous vivez où vous voulez. Mais vous venez dans des lieux géographiques très précis. Ces 4 jours-là, vous formez les jeunes. Et les jeunes, eux, ils sont bien accrochés à un lieu. Et je trouve que cette approche-là est très intéressante parce qu'on touche une autre corps sensible de certains profils très expérimentés. On leur donne de l'hyperflexibilité, mais on les responsabilise aussi sur la maturation de ces jeunes talents. Et finalement, cette inclusion aussi sur le plan générationnel est très intéressante. Oui, important de ne pas rater, en conclusion, de ne pas rater ce mot de cette transmission, Mathilde Causse, entre générations, bien évidemment. Et puis, si je pouvais rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport, et notamment au sujet du dialogue. Alors là, je change de casquette, je suis plutôt en tant que DRH, mais j'estime en tout cas que le job de DRH, mais aussi le dirigeant, les managers, sont au service des autres. Si je ne suis pas au service de mes collaborateurs, mon job, déjà le premier, n'a pas de sens. Et donc, en fait, tout doit être fait pour une satisfaction. Alors, je ne suis pas en train de dire, on va dire oui à tout, parce que parfois, on a des droits d'avoir des demandes farfelues. Mais si on prend l'exemple du télétravail, par exemple, on le fait... en tout cas, peut-être des demandes individuelles. Je dirais parler au plus grand nombre, c'est ça qui est important. Et si je prends l'exemple du télétravail, en fait, qu'est-ce qu'eux veulent ? Quels sont leurs usages, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui va leur apporter de la valeur. Et donc, il faut pouvoir effectivement questionner. Alors, est-ce que c'est la culture française ou pas ? En tout cas, c'est notre culture à nous. Mais ça me semble tellement évident. C'est une démarche marketing mais au sens positif du terme. C'est-à-dire que si je veux créer de la valeur dans ce que j'apporte, et moi, j'adresse des programmes pour les collaborateurs, bien sûr, c'est pour que mon entreprise soit performante, mais parce que je suis convaincue que des gens bien dans leur job, de fait, sont plus performants. Et je suis totalement alignée sur le fait que cette transformation, elle ne peut pas se faire sans les hommes et les femmes. Les outils, c'est bien, mais tout réside après dans les comportements, dans les usages, dans l'envie. Et l'innovation, elle vient d'abord de l'innovation intégrée par les hommes et les femmes. Et donc, dans cette conduite du changement, on ne peut pas avancer sans leur demander quelles sont leurs envies et leur rythme. Et c'est ce que juste un dernier mot là-dessus, Cyril, c'est vous, à travers ce dialogue social, etc., vous iriez même jusqu'à dire qu'il faut un Grenelle de la robotique, le numérique, vous mêlez Oui, parce qu'on a vu que ça a des impacts forts, ça change l'organisation du travail, ça change les modes de gestion du travail, ça crée des opportunités, on en a parlé, ça crée des craintes et des difficultés sur l'intensification du travail, sur des tas d'autres choses, le brouillage qu'on peut avoir entre la vie personnelle et la vie familiale. Et donc cette thématique, si on veut booster, si on veut vraiment aller vers les opportunités et limiter, voire éradiquer toutes les contraintes ou toutes les dérives, ça doit passer par un Grenelle du numérique. Et ça fait un petit moment que la CFTC demande au gouvernement qu'on organise un grand Grenelle du numérique pour éviter tout cela. Et juste un dernier mot pour dire que le numérique, ça devient aussi l'objet du dialogue social, parce que le numérique, ça permet d'avoir toute une base de données importante, la fameuse BDSM pour les entreprises, mais ça permet aussi d'avoir toutes ces données qui permet d'avoir un dialogue social qui est transparent, qui est fourni, et qui permet de pouvoir avancer ensemble. Donc c'est en soi aussi un outil du dialogue social. Il y a un tout dernier mot, Emmanuel, juste, je profitais d'avoir ce regard technologique avec vous, 5G, fibre au débit, cloud, robotique, ou vous outils Team Zoom. On gardera quand même une souveraineté aussi à travers tout ça ? Je ne sais pas si l'enjeu c'est la souveraineté ou si c'est la confiance. Oui. Et il y a des très belles initiatives aujourd'hui sur le cloud de confiance. Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe. Donc le sujet, c'est de travailler avec les bons acteurs, s'assurer que les outils qui vont être mis en place sont les bons outils. Après la souveraineté, globalement, je pense qu'on n'y est plus depuis très longtemps. Sinon, on ne s'enverrait pas des emails, on n'utiliserait pas des iPhones, on ne ferait pas de WhatsApp. Donc c'est une réalité. Et il y a un point qui est important. Vous pouvez mettre la meilleure souveraineté possible. Si dans un train en première classe, vous regardez, quand vous prenez le train, les personnes qui sont assises, les PC sont ouverts, on voit ce qui se passe sur l'ordinateur. Donc au final, c'est aussi d'abord un problème de comportement. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. De toute façon, une table ronde après le déjeuner, enfin un échange avec Christian Poyot et Michel Paulin, le patron de l'âge. Merci tous les quatre. On peut vous applaudir. Merci encore à vous. On va passer à notre séquence suivante. Dans un instant, on va recevoir Gaspard Koenig. On va prendre un peu de recul par rapport à tout ça.
C'est tout de suite, c'est dans un instant.